Donc j'ai le grand plaisir de vous présenter Bernard Stiegler qui va nous entretenir dans un instant une partie de la révolution, des modifications pardon, qui sont impliquées par la révolution mécanique. Donc Bernard est un philosophe qui réfléchit notamment sur les implications de la révolution numérique sur la société. Et puis, à côté de ses activités de philosophe, il a été actif dans un grand nombre de structures. Il a été directeur de l'IRCAM, il a été directeur général adjoint de l'INA, merci. Il est membre du CNN et puis il est directeur d'une structure de recherche qui s'appelle l'IRI, l'Institut de recherche et d'innovation. Et nous discutons avec Bernard, nous sommes développés un certain nombre de choses. Donc je pensais que c'était intéressant d'avoir cette vision un petit peu extérieure. Donc Bernard, un grand merci d'être parmi nous et puis je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci Pascal pour ton invitation. Je vous présente un cliché de Stephen Hawking qui a été, qu'on a trouvé dans, je crois que c'est dans le New York Times, il y a un mois et demi, qui est un commentaire Transcendance, vous en avez dû en entendre parler, c'est un film, et Hawking et quelques autres scientifiques, anglais et américains principalement, ont réagi dans le sillage de la publication de ce film pour attirer l'attention sur un certain nombre de questions, pour ne pas dire de problèmes, de plus en plus sérieux que poserait à leurs yeux, par exemple, ce qu'il appelle ici l'intelligence artificielle. Est-ce que nous prenons suffisamment au sérieux les questions posées par l'intelligence artificielle, demandent-ils ces scientifiques. J'ai choisi de commencer par cette citation et cette illustration. Bon, Stephen Hawking est une grande autorité, là on peut discuter. Je connais moi des scientifiques qui contestent un peu disons, la place surdimensionnée de Stephen Hawking. Il est aussi très frappant parce qu'il a évidemment une histoire personnelle tout à fait exceptionnelle. Je vais d'ailleurs y revenir un tout petit peu tout à l'heure. Mais dans tous les cas, je pense que cet article était l'indice, avec d'innombrables autres articles du même genre, du fait que l'automatisation, car pour moi l'intelligence artificielle c'est un cas particulier, l'automatisation, inquiète. Et évidemment, quand on s'adresse à des chercheurs de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, et qu'on est philosophe, il faut s'en préoccuper et ouvrir une discussion avec eux. L'automatisation inquiète parce que le numérique, qui est une technologie de l'automatisation, une technologie spécifique, avec des caractères tout à fait particuliers, le numérique, comme toutes les technologies d'ailleurs, constitue ce que les Grecs appelaient déjà, il y a 2500 ans, un pharmakon, c'est-à-dire un extraordinaire remède à toutes sortes de problèmes, qui est aussi un extraordinaire danger. Un pharmakon, c'est ce qui est à la fois curatif et donc bénéfique et dangereux si on ne le met pas en œuvre selon des prescriptions spécifiques. Ces prescriptions qui ne peuvent pas être simplement des prescriptions chimiques. Par exemple, si on fait un médicament comme un antibiotique, c'est de la chimie, c'est de la chimie médicale. Bon. Ce qui peut prescrire ce médicament, ce n'est pas seulement de la chimie. Puisque ce médicament, qui est une réalité chimique, s'adresse à une réalité biologique, qui elle-même vit dans une réalité sociale, elle-même dans un univers sidéral, etc., etc. Donc Stephen Hawking a soulevé comme ça cette question, comme d'autres qui s'inquiètent, Hawking, par exemple, du risque de destruction de la responsabilité, des possibilités même de prendre des décisions, il parle de cela dans son papier. Ou encore, quelqu'un de bien connu dans le logiciel, Bill Gates, qui a annoncé il y a 2 mois, vous avez sûrement entendu parler de ça, que selon lui, dans les 20 ans qui viennent, l'emploi va pas disparaître à proprement parler, mais devenir un peu exceptionnel. Exceptionnel. L'emploi va devenir exceptionnel. Ça, c'est intéressant. Dans cette intervention, je voudrais
intervention donc, qui ambitionne de réfléchir aux questions posées par l'automatisme et l'automatisation au XXIe siècle, je voudrais essayer de lier des questions d'épistémologie, d'économie et de politique autour de cette question de l'automatisation, qui me paraissent être absolument fondamentale, par exemple pour un institut comme l'INRIA. Tout récemment, d'ailleurs, cette déclaration de Bill Gates a été documentée précisément par Internet Actu, vous connaissez forcément, qui est un très très bon site d'actualité sur le web, et qui, avec un titre qui ne me plaît pas, parce que travail et automatisation, la fin du travail, moi je ne crois pas du tout à la fin du travail, je crois à la fin de l'emploi, c'est pas la même chose, il ne faut pas confondre l'emploi et le travail. Quoi qu'il en soit, donc, si vous lisez ce papier, je vous le recommande, c'est Hubert Guillot qui l'a écrit, il réfère à une vingtaine d'études américaines qui vont toutes dans le même sens. C'est que d'une part, l'automatisation des emplois va énormément se développer dans les années qui viennent, et deuxièmement, que ça ne touche pas seulement du tout les emplois d'exécution. Ça touche y compris des fonctions très élevées dans le champ intellectuel. Et c'est un très gros problème, que nous avons traité à l'IRI d'ailleurs au cours des entretiens du Nouveau Monde industriel du mois de décembre dernier au Centre Pompidou, à travers une session où nous avions invité Michel Vol, dont vous voyez le nom ici, et Marc Giget, qui sont deux spécialistes de la robotisation de la production en France. Et nous avons aussi invité beaucoup d'autres personnes, une dont je vous parlais tout à l'heure, qui est à Berkeley, qui s'appelle David Bates, qui est un spécialiste de l'automatisation, dont je vais vous citer tout à l'heure un petit papier très intéressant. La question que je pose, donc, c'est celle de la société automatique. Nous entrons dans la société automatique. Ce que j'appelle la société automatique, c'est la société qui est constituée à l'époque de l'automatisation intégrale et généralisée. Intégrale, pourquoi intégrale? Parce que le numérique permet d'intégrer des automatismes variés. Des automatismes biologiques, des automatismes psychologiques que nous avons dans le cerveau, que les animaux ont dans le cerveau, des automatismes technologiques, et cette intégration et différents types d'automatismes technologiques, des cerveaux moteurs, des automatismes mécaniques, etc., etc. Et cette intégration est en train d'engendrer un nouveau type de société où il est possible qu'il n'y ait tout simplement plus d'emploi et où par ailleurs tout est régulé par un système computationnel intégré. Et je parle d'automatisation intégrale et généralisée dans la mesure où la généralisée, ça veut dire qu'elle s'applique dans l'agriculture, dans l'industrie évidemment, dans l'électroménager, dans la circulation urbaine, dans la gestion policière, etc., etc., et de manière intégrée. Avec, alors tout ça, ça donne ce dont vous entendez parler partout, et dont vous parlez vous-même partout, les smart cities, les big data, le calcul intensif, comme on dit plutôt ici, ou encore ce qu'un chercheur important à mes yeux, même si je ne suis pas toujours totalement en phase avec lui, mais à mon avis un très très bon chercheur, vous connaissez forcément, Frédéric Kaplan, a appelé le capitalisme linguistique, qui est l'expression par laquelle il analyse le business model de Google, et où il montre que Google, qui est un praticien du calcul intensif à très haute dose, très grande échelle, où il montre que le business model de Google, qui exploite le calcul intensif sur des données massives d'expression linguistique en particulier, eh bien, a des effets anthropiques, a des effets destructifs sur la langue elle-même, sur la diversification sémantique, par exemple, des langages, sur la dysorthographie qui est engendrée peut-être pas chez vous, mais chez moi, je la constate très souvent. Un jour, j'ai lu un mail que j'avais envoyé à Claude Kirchner, je me suis aperçu qu'il était plein de fautes. Parce que la correction orthographique automatisée, l'autocomplétion, tout ça fait que petit à petit, on abandonne le souci d'un certain nombre de choses à la machine. Et que finalement, on ne s'aperçoit plus, on ne se rend pas compte qu'on a perdu une compétence. Et ce que montre Kaplan, c'est que si on perd cette compétence, à un moment donné, ça devient un problème pour Google lui-même. Parce que si les internautes ne savent plus orthographier correctement, à un moment donné, le moteur de recherche ne peut plus rien pour eux. Il y a une limite, et c'est ce que j'appelle l'équilibre homme-machine, dont je vais vous parler tout à l'heure, qu'il ne faut pas franchir, et on est tout près de la franchir en ce moment. On est tout près de la franchir dans le sillage d'une longue histoire qui a donc commencé, selon moi, avec ce dialogue qui date de la du début du IVe siècle avant Jésus-Christ, un dialogue de Platon qui s'appelle Phèdre, et dans lequel
Socrate dit, mais l'écriture, comme extériorisation du savoir, ça peut faire perdre le savoir au lieu de l'augmenter, au lieu de le produire. Socrate ne dit pas ça contre l'écriture. Socrate, c'est un natif de l'écriture, c'est quelqu'un qui parle de la géométrie, du droit, etc., qui sont écrits, et il le sait très très bien. Il dit oui, mais l'écriture, si on ne fait pas attention, par exemple, si elle passe entre les mains des sophistes, elle peut conduire à la destruction de la géométrie, à la destruction du savoir juridique, etc., qui est à la base de la cité, et elle peut conduire finalement à ce que j'appelle, d'un mot un peu anachronique pour le IVe siècle avant Jésus-Christ, la prolétarisation. Car en réalité, c'est de ça dont parle Socrate déjà. Ce que Socrate décrit, c'est ce qu'Adam Smith redira dans La richesse des nations en 1776, lorsqu'il expliquera que les ouvriers qui travaillent dans les machines à très haute division du travail deviennent dangereux parce qu'ils sont dénués de toute capacité à avoir une vie intellectuelle et affective normale. Il dit du coup, il faut les envoyer à l'école, il faut créer des écoles publiques. Adam Smith, qui est un ultralibéral, enfin ultralibéral, il n'est pas ultralibéral, qui est un libéral dont les ultralibéraux aujourd'hui disent qu'il est la racine de la pensée ultralibérale, et bien Adam Smith dit qu'il faut créer des écoles publiques pour lutter contre la prolétarisation, contre ces effets dangereux. Marx, vous le savez bien, 70 ans plus tard, reprend ce concept, mais en décrivant, lui, l'apparition de ce qu'il appelle le prolétariat, et dont il dit en 1848 qu'il repose sur une destruction des savoirs. Et il dit, ça c'est très important, ça touche aujourd'hui les travailleurs manuels, demain ça touchera les techniciens, après-demain les ingénieurs, et à la fin, tout le monde. Plus personne n'échappera à la prolétarisation. Ben, j'essaierai de vous montrer tout à l'heure que c'est vrai, qu'il avait raison. Quoi qu'il en soit, avant de développer un peu ce point, je voudrais dire que ce que Platon, dans ce texte, appelle le pharmakon, c'est ce qui produit une délégation et une extériorisation d'un savoir par l'extension d'une compétence dans la technique. Ce qui relève de ce que Allen Buchanan, par exemple, un philosophe américain, a décrit comme étant l'homme augmenté, vous savez, l'homme augmenté dont on parle beaucoup chez les transhumanistes, etc., dont Buchanan n'est pas très loin, ce qu'on appelle enhancement en anglais, mais dont je soutiens, moi, que en fait, cette histoire de l'homme augmenté présentée comme le font les transhumanistes est un storytelling en réalité qui efface complètement la vraie question, à savoir que l'homme commence par son extériorisation. C'est ce qu'a montré André Leroi-Gourhan il y a déjà 50-60 ans maintenant. Les grandes découvertes d'André Leroi-Gourhan, lorsqu'il étudie l'hominisation, là ce qu'il montre, ça commence il y a 2 millions d'années, hein, ici, et ça se poursuit là jusqu'à il y a 300 000 ans avant nous, les néanthropiens. Pendant ces 2 millions d'années, la vie humaine se constitue par l'addition d'organes artificiels à des organes naturels, et il dit c'est ça l'hominisation. Donc l'homme, c'est toujours que ce qui s'augmente en fait, ce qui s'augmente techniquement. C'est ça la condition de l'hominisation. Cette histoire qui commence avec la conquête de la station debout, il y a donc à peu près 2 millions d'années, 2 à 3 millions d'années, qui se poursuit à une époque beaucoup plus récente par l'extériorisation des contenus mentaux. Ça, ce sont des inscriptions rupestres qui ont 17 000 ans, qui se trouvent en Ardèche, et où vous voyez, c'est quand même étonnant, si vous regardez bien, que ces hommes préhistoriques, ils décomposaient déjà le mouvement d'une lionne en train de courir. Ça ressemble à un dessin animé. C'est incroyable. Si j'avais eu le temps, j'avais envie de vous montrer, mais on n'a pas beaucoup de temps, donc j'aurais comparé un certain nombre de schémas comme ça de l'époque préhistorique avec des chronophotogrammes d'Étienne Jules Marais, et vous auriez vu que c'est stupéfiant de voir comment les hommes préhistoriques d'il y a déjà 20 000 ans, même 30 000 ans, anticipaient la décomposition du mouvement. Quoi qu'il en soit, quand on regarde des choses comme ça, on voit ce qui était dans la tête de gens qui vivaient il y a 30 000 ans. Et ça, c'est une révolution énorme. C'est une révolution qui va conduire à l'apparition de l'écriture idéographique, qui est à l'origine des grandes civilisations les plus anciennes, la Chine, l'Égypte, etc., les fameux hiéroglyphes ou les caractères chinois, comme je vous en montre là, et puis qui va conduire à une époque un tout petit peu plus récente à ce qui est à l'origine de notre société, l'écriture alphabétique.
écriture alphabétique qui, ici, est sous forme de livres imprimés. L'imprimerie, l'écriture alphabétique apparaît il y a 3000 et quelques années, mais à partir du XVe siècle, elle est imprimée, cette écriture, et cette imprimerie, comme vous le savez, est à l'origine du capitalisme. Ce que montre, en tout cas du capitalisme moderne, du capitalisme au sens où il va donner lieu au XIXe siècle au capitalisme industriel, puisqu'il y a un pré-capitalisme au XIIe siècle financier qui précède la révolution industrielle, l'imprimerie. Avec l'imprimerie, les techniques de calcul vont se généraliser. C'est ce que montre Max Weber. Il dit la bourgeoisie capitaliste qui apparaît au XVIe siècle est une bourgeoisie qui commence à maîtriser les livres de compte, les ratios, et qui va commencer à développer une comptabilité qui est l'origine du capitalisme en tant que tel. Et ça n'est possible que parce qu'il existe des livres de calcul, tout un processus d'impression. Cette imprimerie, qui relève de ce que j'appelle la grammatisation, la discrétisation et la reproductibilité de contenus mentaux, eh bien, elle va se poursuivre dans une sorte d'impression du mouvement, qui n'est pas exactement une imprimerie, mais qui est une automatisation. Ça, c'est le canard de Vaucanson. Et le canard de Vaucanson, comme vous le savez, premier automatisme au sens moderne du terme, il y avait des automatismes chez les Égyptiens déjà, mais il va conduire au métier à tisser jacquard. Vaucanson va mettre au point des systèmes de reproduction du mouvement, et c'est Jacquard, un ingénieur, qui va en fait implanter ça dans les manufactures royales et qui va être à l'origine, finalement, de la machine-outil. Machine-outil qui elle-même va conduire à la mécanographie. Et la mécanographie, en passant par l'informatique, va finalement conduire à ce qu'on appelle le numérique, aujourd'hui. C'est dans ce contexte que, avec la généralisation des réseaux sociaux et plus généralement de tous les systèmes de collecte de traces, d'intermédiation, comme on disait tout à l'heure, par toutes sortes de voies, y compris celle des smart cities aujourd'hui, smart cities pleines de capteurs dans lesquels le milieu urbain est parfaitement adapté à la nouvelle automobile qui se conduit toute seule, sur laquelle INRIA travaille aussi. C'est dans ce contexte que le data deluge ou les big data, comme on dit aujourd'hui, apparaissent. Et c'est aussi dans ce contexte-là qu'il y a 6 ans, Chris Anderson, ça vous le savez bien, affirme dans un texte devenu célébrissime, en juin 2008, que le calcul intensif des big data, ça conduit à la fin de la théorie et à l'obsolescence de la méthode scientifique. Ce qui est évidemment une sorte de provocation, un storytelling d'un businessman, parce que c'est un businessman, Chris Anderson. Mais ce n'est pas que cela. C'est un discours un peu idéologique, très contestable et très contesté d'ailleurs. J'ai recensé une trentaine de grandes études qui mettent complètement en cause cette analyse, mais outre qu'elle a quand même été reprise par Schoenberger et un certain nombre d'autres, beaucoup plus récemment à Oxford, à l'Internet Institute d'Oxford, etc., elle correspond néanmoins à des questions véritables, bien entendu. Anderson, dans cet article, vous le savez, analyse lui aussi le business model de Google, comme Frédéric Kaplan quelques années plus tard, lorsque Kaplan va parler de du capitalisme linguistique. Là, à la différence de Kaplan, Anderson dit mais Google fait des travaux extraordinaires en termes linguistiques, recherche d'occurrences, traduction, etc., etc. Google a fait des anticipations sur des phénomènes épidémiques, etc., etc. Or, il n'y a pas de linguistes qui travaillent là-dessus chez Google, et il n'y a pas de médecins qui travaillent sur ces questions d'épidémie chez Google. Il n'y a que des mathématiques appliquées et des algorithmes. Donc on n'a plus besoin de ces modèles théoriques. Ce qu'oublie de dire, peut-être, Anderson, et que dit en revanche Frédéric Kaplan, c'est que ces modèles que Google applique par exemple à la langue sont destructifs pour la langue. Ça, c'est ce qu'Anderson ne dit pas, ce qu'il néglige gravement. Mais quelqu'un va le dire à sa place, peu de temps après, 4 mois plus tard, qui s'appelle Alan Greenspan. Et vous le voyez là, c'est une vidéo que vous trouverez en ligne sur YouTube. Voilà, Greenspan est là, c'est le 23 octobre 2008, il est face à la Chambre des représentants qui lui demande d'expliquer
comment il a pu laisser s'installer un tel bordel. Et Greenspan répond, mais ça c'est l'automatisation. C'est l'automatisation qui a été adoubée d'ailleurs en économie par des prix Nobel d'économie qu'il cite. Et moi je n'ai fait que suivre ce que m'a dit la science économique, qui est devenue en fait une métrologie automatisée. Et après coup, je soutiens en effet, après avoir réfléchi, que c'était une folie de se soumettre à ces processus d'automatisation du trading. Ça a conduit à des catastrophes, à une véritable bêtise systémique. Functional stupidity, c'est un terme, c'est pas moi qui ai produit ça, c'est deux spécialistes de l'économie financière de la City à Londres, dans une revue très connue, le Journal of Management de Londres, qui ont utilisé cette expression functional stupidity. Et Greenspan conclut en disant qu'il faudrait réélaborer en économie des modèles théoriques. Alors qu'est-ce que c'est que ça, un modèle théorique ? Selon moi, un modèle théorique, c'est un pouvoir de désautomatiser. Qu'est-ce que c'est que l'automatisation d'abord, dont nous parlons là ? Je parle de l'automatisation, par exemple, dont Greenspan dit que c'est elle qui l'a conduit finalement dans le mur et la planète entière avec lui. Eh bien, si on parle dans le langage d'Emmanuel Kant, par exemple, c'est une délégation dans les machines et dans des processus donc automatisés, régulés par des règles, donc, etc., de traitement de données. C'est une délégation de ce que Kant appelait l'entendement. Verstehen en allemand. L'entendement, qu'est-ce que c'est que l'entendement pour Kant ? C'est ce qui, par essence, est analytique. La capacité de l'entendement chez l'être humain, c'est sa capacité d'analyse, c'est-à-dire de décomposition des données de l'intuition, par exemple, en éléments discrétisables, reproductibles, etc., etc. Cette capacité de l'entendement, je pense qu'elle est tout à fait automatisable et délégable à des machines. En fait, une règle à calcul, c'est déjà une sorte d'extériorisation d'une capacité, d'une fonction cognitive, une fonction de l'entendement. Mais ce qu'ajoute Emmanuel Kant dans la critique de la raison pure, c'est que l'entendement, c'est indispensable à la pensée, mais ça ne suffit pas. Pour penser, l'entendement a besoin de la raison. Et la raison, elle, n'est pas une compétence analytique. C'est une compétence synthétique. Qu'est-ce que ça veut dire, synthétique ? Ça veut dire qu'en fait, c'est une compétence d'interprétation. Que la raison, c'est ce qui doit, à partir de la diversité de données analytiques de l'entendement, reconstituer une cohérence interne, et ça, c'est le sujet qui la reconstitue. Et cette raison, d'ailleurs, elle est capable, à partir de là, de produire ce que Kant appelle des fins, le règne des fins, les finalités, c'est-à-dire une volonté, des objectifs, de créer des choses qui n'existent pas dans le monde, la capacité créatrice, inventive, etc., etc. Autrement dit, la capacité à produire ce que, dans un langage beaucoup plus récent, on appellerait de la négantropie. L'Institut de recherche et d'innovation, dont je suis directeur, a créé un réseau qui s'appelle le réseau Digital Studies pour explorer ces questions à nouveau frais, en mobilisant à la fois la philosophie classique, les connaissances que l'on a aujourd'hui via les sciences cognitives et l'épistémologie contemporaine, les technologies disponibles, etc., et l'expérimentation de tout cela. Notre thèse, c'est que l'automatisation généralisée va dominer le siècle, qu'elle est en train de s'imposer maintenant. C'est ça la raison pour laquelle tout le monde parle de big data. C'est pas simplement parce que c'est devenu un objectif stratégique et qu'il y a des marchés qui exploitent tout ça, ce qui est vrai, bien entendu, mais fondamentalement, ça correspond à une réalité qui est une transformation fondamentale de l'intégration des automatismes, et que cette automatisation généralisée va nécessiter ce que j'appelle une nouvelle écologie de l'équilibre homme-machine. Je ne parle pas de l'interface homme-machine ou de la relation homme-machine, mais bien de l'équilibre homme-machine. Parce que qu'est-ce que dit Greenspan ? Il dit que le problème, c'est qu'à un moment donné, cette relation s'est déséquilibrée. Et que le savoir machinisé, c'est-à-dire le savoir mort, un savoir qui est totalement automatique, qui n'est plus vivant au sens où il n'est plus en train de s'individuer, mais qui ne fait que se répéter, a détruit le savoir vivant. C'est-à-dire a stérilisé la pensée économique, par exemple. Dans notre groupe Digital Studies, nous pensons qu'il faut mettre en œuvre, en Europe, comme un projet
typiquement européen, et dans le sens... Ah, j'ai fait une bêtise là. Dans le sens de ce que veut Neelie Cross, par exemple. Pas tout à fait dans le sens, mais disons pour faire écho à ce que dit Neelie Cross ici, juste après les révélations de Snowden, à savoir qu'il faudrait développer un web européen avec une sécurité européenne, etc., d'un nouveau type, nous pensons qu'il faut concevoir cela comme une approche scientifique de ce que j'appellerais une écologie du calcul intensif. Je pense que l'Europe devrait s'engager dans un projet de ce type pour plusieurs raisons. Disons pour principalement 3 raisons. D'abord, elle doit reconstituer son économie. L'économie européenne est largement colonisée par le numérique tel qu'il est conçu sur les modèles américains. Et cette colonisation, elle se traduit par le fait que, par exemple, lorsque le gouvernement français engage 13 milliards d'investissements dans le très haut débit pour la France, c'est très très bien. Sauf que s'il n'y a pas une politique industrielle, scientifique, une politique générale, je dirais, articulée sur le numérique, ce qui est le cas aux États-Unis, de toute évidence, eh bien en fait on investit pour Amazon, pour Google, mais pas du tout pour la France. On investit contre Promodes, par exemple. Promodes qui est extrêmement menacé par Amazon. Promodes, c'est Carrefour. Et donc, il est absolument fondamental de réinventer une politique du numérique. Et nous croyons que réinventer une politique du numérique, c'est réinventer le web lui-même. Et sur cette base, reconstituer une industrie éditoriale numérique. Je dis une industrie éditoriale numérique parce que je crois que l'avenir, c'est le smart power, c'est-à-dire c'est la capacité d'être un acteur majeur dans la mondialisation de l'offre d'enseignement supérieur, de recherche, de ce qu'on appelle la société de la connaissance, et que si on veut être un acteur de cela, il faut avoir une industrie éditoriale numérique extrêmement puissante. C'est ce qu'est en train de faire l'Amérique, et c'est ce que n'a plus du tout l'Europe, qui est en train de perdre le journal Libération, c'est pas forcément très très grave, mais qui a perdu les presses universitaires de France, qui va perdre très bientôt Gallimard, mais aussi ses industries culturelles, et finalement à peu près tout, y compris les revues scientifiques. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est beaucoup plus grave que de perdre la sidérurgie. Deuxièmement, il faut que l'Europe s'engage dans cette démarche pour reconfigurer la technologie intellectuelle numérique. Le numérique, c'est ce que Jack Goody, un très grand anthropologue anglais, appelait une technologie intellectuelle. Et Jack Goody disait la technologie, c'est pas quelque chose qui vient se rajouter à l'esprit, c'est ce qui constitue l'esprit. Il montre que chez les Africains, par exemple, d'Afrique centrale, il y a des techniques intellectuelles qui reposent sur l'exploitation de coquillages qu'on appelle des choris pour structurer la vie, le calcul, par exemple, dans ces sociétés assez anciennes. Mais le numérique, c'est une technologie intellectuelle. Bruno Bachimon, que vous connaissez peut-être, qui est un de mes collègues, a beaucoup exploité ce concept de Jack Goody pour essayer de penser ce qu'il appelle la raison computationnelle. Nous avons travaillé ensemble, j'étais dans son jury de thèse sur ce sujet-là, donc je connais bien son point de vue. Je crois qu'aujourd'hui, l'Europe devrait reconfigurer une technologie intellectuelle numérique qui reconstituerait un projet européen, c'est-à-dire un projet basé non pas sur la République des lettres, puisque c'est fini la République des lettres, mais sur une République du numérique. En disant cela, je fais écho à des choses que Tim Berners-Lee dit de temps en temps. Il y a 2 ans, j'ai participé au sommet mondial du web à Lyon, où Tim Berners-Lee a proposé, a lancé un slogan, si je puis dire, penser un nouvel âge des Lumières à l'époque du numérique. Et je pense que, dans le cadre de ce qu'il appelle, lui, un philosophical engineering du web, et je pense qu'il faut absolument s'engager là-dedans, mais ça veut dire qu'il faut repenser les technologies intellectuelles de fond en comble, et en particulier, non pas simplement penser ce que Tim Berners-Lee et d'autres appellent le web sémantique, mais ce que je crois qu'il faut aussi appréhender comme ce que j'appelle moi le web herméneutique, et je vais vous en dire un mot tout à l'heure dans ma conclusion. Troisièmement, l'Europe est dans l'obligation d'affronter ces questions parce que l'automatisation intégrale et généralisée qui est en train de se mettre en place, comme le disent Bill Gates, Michel Voll et Marc Giget que je citais tout à l'heure, ou Internet Actu, eh bien c'est en train de ruiner purement et simplement ce que Maynard Keynes avait mis au point en 1933. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Qu'est-ce qui s'est passé en 1933 ? En 1933, un type qui s'appelait Keynes, avec Roosevelt, le président des États-Unis, a mis au point un système de redistribution lié à ce qui était apparu 25 ans plus tôt, à savoir l'assembly line, le montage à la chaîne.
Ça, c'est une chaîne tout à fait contemporaine, hein. Ce n'est pas l'Assembly Line de 1913 que l'on trouve à Detroit dans la première usine Ford. Mais elle repose sur le même principe. Elle a beaucoup évolué. C'est en 1908 que Henry Ford avait repris les idées de Taylor, et c'est entre 1908 et 1913 qu'il a concrétisé ses idées en construisant ses usines dans le Michigan. Mais ça n'est qu'en 1933, c'est-à-dire 25 ans après, qu'est apparu un vrai modèle macroéconomique capable de supporter cette nouvelle organisation du travail, c'est-à-dire ces énormes gains de productivité que rendait possible le travail à la chaîne, ce qu'on appelle aussi l'organisation scientifique du travail, mais qui produisait des distorsions énormes dans la société américaine et qui avaient notamment contribué évidemment à la crise économique de 1929. Si je vous fais remarquer cela, qu'il a fallu 25 ans pour que finalement un modèle macroéconomique de l'Assembly Line apparaisse, c'est parce qu'il y a 25 ans que le web est apparu et qu'on n'a toujours pas un véritable modèle macroéconomique adapté au web qui est le déclencheur en fait du processus d'automatisation intégrale et généralisée dont je vous parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, le modèle keynésien est mort parce que il existe toujours le travail à la chaîne, mais maintenant il n'y a plus que des robots autour des automobiles, il n'y a plus d'ouvriers. J'ai vu, moi, une usine Mercedes que j'ai visitée il y a 3 ans. Aucun ouvrier dedans. Que des ingénieurs, et pas beaucoup d'ingénieurs en plus. Les emplois disparaissent littéralement dans ce secteur manufacturier. Voilà, du travail, ça travaille là. Mais ce qui travaille, ce sont des machines. Et c'est la fin du modèle keynésien, parce que le modèle keynésien, il reposait sur une redistribution des gains de productivité engendrés par le taylorisme via le salaire qui permettait de constituer un pouvoir d'achat et de créer un cycle vertueux qui faisait que la machine tournait. C'est-à-dire qu'on augmentait la productivité, l'augmentation de la productivité augmentait les salaires, le pouvoir d'achat consommait et tout ça tournait. Avec les robots, ça ne tourne plus, ça ne peut plus tourner. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons inventer une nouvelle économie. J'ai déjà eu l'occasion de parler, ici à Lille d'ailleurs, et au 40e anniversaire de l'INRIA, de ce que j'appelle l'économie contributive. Je crois que la société de demain, qui sera une société automatisée, devra être une société contributive. Et je crois que cette société contributive sera une société fondée sur la valorisation des savoirs les plus diversifiés, par toutes sortes de vecteurs, dont le logiciel libre a été une matrice fondamentale, mais dont beaucoup d'autres vecteurs existent aujourd'hui et que la technologie numérique facilite énormément, à condition d'inventer de nouveaux modèles de redistribution. Et je fais partie de ceux qui soutiennent, mais nous sommes très nombreux à dire cela aujourd'hui, que le modèle des intermittents du spectacle devrait devenir le modèle de redistribution. Non pas par le salariat, puisqu'il n'y a plus de salariat, mais par un nouveau dispositif de développement de ce que Amartya Sen appelle la capacitation des individus. Le web est une technologie de capacitation absolument extraordinaire. Je dis le web, mais je ne parle pas que du web, bien entendu. La plateforme du web donne accès à des technologies numériques de capacitation absolument extraordinaires. Mais elles ne sont pas aujourd'hui exploitées dans le sens de ce qui était, à mon avis, le projet initial du CERN lorsque le web fut constitué par Berners-Lee, Caillot et quelques autres. Puisque là, à cette époque-là, le but était de développer une plateforme d'échange scientifique pour créer des processus de discussion, de controverse et engendrer de la négantropie, c'est-à-dire de l'augmentation et de l'affinement du savoir. Aujourd'hui, le web est devenu une plateforme essentiellement d'intermédiation commerciale qui, en fait, vise à rendre tout absolument calculable, c'est-à-dire tout doit être mis au même niveau et c'est un processus anthropique. À l'IRI, nous soutenons qu'il faut essayer de travailler à des modèles nouveaux. Nous développons par exemple, des systèmes de travail pour des MOOC, qui sont des MOOC contributifs et non pas des MOOC passifs comme ce qu'on voit par exemple sur Coursera, où nous faisons travailler des étudiants qui étudient un cours, qui suivent un cours, et qui est un cours enregistré, nous les faisons travailler à documenter ce cours, à annoter ce cours, à partager leurs notes, à confronter leurs notes à travers des systèmes que nous appelons des systèmes d'individuation et de transindividuation collective, pour en fait ouvrir des interfaces herméneutiques d'interprétation. Nous pensons que l'avenir du web, c'est demain de créer une nouvelle industrie éditoriale de l'interprétation qui vise à augmenter la capacitation collective par toutes les voies possibles. Et ça doit conduire à un nouvel équilibre homme-machine qui devrait reposer sur une nouvelle industrie éditoriale, par exemple basée sur des vidéolivres de ce type-là.
cette technologie, je ne vais pas vous en parler, ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons de manière encore exploratoire, bien entendu. C'est une technologie qui est basée sur des langages d'annotation et de partage de ces annotations dans des conventions, à travers des systèmes de conventions de partage qui ne sont pas la même chose que GitHub, mais qui s'apparentent à des choses de ce type-là, des plateformes de travail collaboratif. Ça s'appuie aussi sur une critique des réseaux sociaux que nous avons menée à travers une étude pendant 2 ans avec Harry Halpin, qui fait partie de W3C, et Yu Qiui, qui est un chercheur chinois, où nous avons montré que les réseaux sociaux actuels sont basés sur des graphes de Moreno, et que si on passait à des modèles simondoniens de la relation sociale, on irait vers des réseaux sociaux beaucoup plus intéressants et beaucoup plus négantropiques. Alors, toutes ces orientations que je vous présente très sommairement et beaucoup trop rapidement, donc vous êtes des scientifiques, donc vous devez être déjà un peu frustrés par le caractère un petit peu survol de mon exposé, typique d'un philosophe. Tout ça, vers quoi est-ce que ça nous conduit? Eh bien, vers une idée fondamentale, qui est l'idée que nous partageons avec David Bates à Berkeley, par exemple, avec Warren Zak à Santa Cruz, avec ces chercheurs chinois dont je vous parlais tout à l'heure, avec beaucoup d'autres, qui est que l'avenir, c'est ce qui sera capable, il y a de l'avenir là où les humains seront capables de mettre les automatismes au service de la désautomatisation. Je veux dire par là que si, de manière traditionnelle, les philosophes notamment, mais je vous signale que les philosophes, ça s'appelle Newton et des gens comme ça, hein, parce qu'autrefois, tous ces gens-là, c'était des philosophes. Newton, son traité de physique s'appelle traité de philosophie naturelle. Donc il n'y a que finalement 2 siècles que la philosophie et la science se sont séparées. Autrefois, tous les scientifiques étaient des philosophes. La philosophie, traditionnellement, dans la pensée occidentale en tout cas, a opposé automatisme et autonomie, hétéronomie et pensée par soi-même. Chez Platon, Platon dit il faut, pour penser par soi-même, se séparer des automatismes, s'opposer à l'hétéronomie. Moi, je ne pense pas du tout comme cela. Je pense qu'en réalité, l'autonomie, ça se conquiert par l'automatisation. Que par exemple, apprendre à lire et à écrire, c'est automatiser le fonctionnement de son cerveau. Un petit enfant qui passe 4, 5, 6 ans à apprendre à lire et à écrire, et qui doit, pour devenir capable d'entrer en 6e au collège, être capable vraiment de lire sans plus s'apercevoir qu'il lit, c'est-à-dire sans déchiffrer, c'est ça que ça veut dire, savoir lire. Eh bien, c'est un gamin qui doit avoir totalement automatisé son cerveau. Et aujourd'hui, nous savons, dans notre réseau Digital Studies, il y a une neuropsychologue qui s'appelle Marianne Wolf, qui est une très très grande neuropsychologue, qui travaille sur le cerveau, ce qu'elle appelle le reading brain. Nous savons qu'un cerveau lecteur, c'est un cerveau entièrement reconfiguré par les apprentissages et qui a substitué à des automatismes biopsychiques des automatismes techno-scripturaires. Mais d'une façon plus générale, tout savoir est une acquisition d'automatisme. Par exemple, un grand pianiste comme celui-ci, qui s'appelle Glenn Gould, qui a révolutionné l'interprétation de la musique baroque et surtout de Jean-Sébastien Bach, c'est quelqu'un dont le corps fait complètement corps avec les automatismes que constitue le piano. Et sa virtuosité tient au fait qu'il n'a aucune nécessité de réfléchir ou de faire un effort pour faire corps avec son piano, et qu'à partir de là, à un moment donné, il peut désautomatiser son jeu, c'est-à-dire proposer une nouvelle interprétation de Jean-Sébastien Bach. Ce que je vous dis du pianiste est également vrai du pilote de course. Quand un type comme ça, allongé dans sa Formule 1, roule à 380 km/h, il ne peut survivre sur un circuit où il y a 5 ou 6 bolides comme lui de tous côtés à 380 km/h également, que parce qu'il a intégralement automatisé son fonctionnement. Mais il va gagner la course parce qu'à un moment donné, en un dixième de seconde, il va désautomatiser son fonctionnement et être capable de prendre le contrôle de la course et d'emporter le prix. Ce qui est vrai du pilote de course et du pianiste, c'est aussi vrai de Stephen Hawking. Stephen Hawking est un être, je vous recommande de lire un bouquin qui vient de paraître de Hélène Mialet, qui s'appelle
D'ailleurs, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais peu importe, ça vient de paraître chez Odile Jacob. Hélène Mialet, c'est une anthropologue de Berkeley, elle est française, mais elle travaille à Berkeley, qui a étudié Stephen Hawking. Elle a réussi à le convaincre, elle a travaillé avec lui pendant des années pour observer comment il travaille. Et Stephen Hawking, dit-elle, c'est un chef d'orchestre. Il commande 50 personnes avec des tas d'automates autour de lui. Il a totalement intégré ces automatismes dans son corps, dans sa psyché, etc., etc. Vous savez que Stephen Hawking ne peut pas parler, vous savez que Stephen Hawking est totalement paralysé et qu'il pilote tout ça finalement avec des battements de sourcils, etc. Tous ces gens-là, Glenn Gould, Stephen Hawking, un pilote de course, ce sont des gens qui sont très 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 automatisés, mais qui ont produit cette automatisation pour être capables de se désautomatiser, c'est-à-dire pour produire une rupture avec ce qui dominait jusqu'alors, et donc pour produire ce qu'on appelle une bifurcation ou une controverse aussi, hein, une nouvelle interprétation, une interprétation. C'est la fonction de la raison dont parlait Emmanuel Kant, qui ne se réduit donc pas à l'entendement. Alors, je voudrais vous citer ici, je me permets de vous recommander un petit bouquin qu'on a publié à l'IRI, qui s'appelle Digital Studies, et je voudrais vous citer ici quelque chose qui est important, à mon avis, pour des chercheurs de l'INRIA. C'est un commentaire de David Bates. Donc David Bates, c'est un philosophe américain, spécialiste de la pensée de l'automatisation depuis le XVIIe siècle, enfin des automatismes, de l'automaticité, en passant par les sciences cognitives contemporaines, et qui dit que d'abord Ross Ashby, grand penseur des systèmes homéostatiques, posait qu'une machine idéale, ce serait une machine capable de tomber en panne et d'inventer une autre machine pour la remplacer. Bon. Et à partir de là, ayant étudié des échanges qu'il y a eu entre Turing et Ashby, David Bates écrit ceci. En 1946, Turing écrivit à Ashby qu'il était à présent plus intéressé, c'est une citation, par la possibilité de produire des modèles rendant compte de l'activité cérébrale que par toute autre application pratique pour les nouveaux ordinateurs numériques. Or, ce nouvel intérêt supposait de s'écarter quelque peu de la stricte notion d'automaticité. En 1936, Turing avait eu la vision d'un ordinateur universel qui, sur le plan théorique, était une machine autonome et parfaitement automatique. En 1948, Turing consacrait de plus en plus de temps à l'étude de la relation entre le cerveau, l'intelligence humaine et les ordinateurs. Turing émit alors la suggestion qu'on pouvait considérer les êtres humains en apprentissage comme des machines ayant constamment et systématiquement été modifiés par ces interférences cruciales que sont l'éducation, la communication et tout ce qui stimule le cortex. Les routines de pensée et d'action acquises chez l'écolier se superposent graduellement sur la configuration initiale du cerveau. L'intelligence authentique repose ici sur la liberté de s'écarter des routines devenues automatismes. L'intelligence réside précisément dans cette distance, c'est une citation de Turing, dans cette distance prise par rapport à un comportement parfaitement discipliné, comme celui qui est exigé dans le domaine du calcul de données. Selon l'hypothèse formulée par Turing, le cerveau d'un nourrisson peut être considéré comme une machine inorganisée qui peut acquérir une organisation à travers un entraînement aux interférences adéquates. Un cerveau humain isolé, solitaire, ne pourrait pas progresser, car c'est la compagnie des autres êtres humains qui constitue pour lui le milieu nécessaire à l'apprentissage et à la création. Contrairement à l'idée qu'on s'en fait en général, l'intelligence artificielle, telle que Turing la concevait, ne consiste pas en une dissection des opérations cognitives du cerveau pour les traduire en opérations programmables. Le but visé est de constituer une modélisation largement ouverte et malléable d'un cerveau capable de se transformer lui-même sous l'influence marquante de la nature et de la culture. L'intelligence, c'est la dernière phrase, comme l'intelligence machinique, est dans son essence artificielle puisqu'elle est imprimée de l'extérieur sur l'architecture plastique et réceptive du cerveau ordinateur. En France, il y a deux chercheurs qui travaillent dans des hypothèses proches de David Bates, qui vont d'ailleurs intervenir à l'IRI bientôt, la semaine prochaine, qui s'appelle Jean Lassègue, qui est un philosophe spécialiste d'épistémologie et qui a écrit un très bon livre sur Alan Turing, il y a déjà une dizaine d'années, et Giuseppe Longo, vous connaissez sans doute, qui est un mathématicien spécialiste de mathématiques et de biologie. Ce que montrent ces chercheurs, avec David Bates et beaucoup d'autres, c'est qu'il y a une immense mésinterprétation de Turing qui est à l'origine des sciences cognitives dans leur première version,
qu'il y a eu une façon d'interpréter Turing qui partait du Turing de 1936, alors que c'est le Turing de 1948 qui est important. Je ne dis pas que le premier n'est pas important, mais le deuxième corrige le premier. Donc on est bien obligé de tenir compte de ce que Turing lui-même a dit du premier Turing. Aujourd'hui, il y a une mutation qui est en train de s'opérer dans ces domaines, et elle est en train de s'opérer notamment parce que venant des sciences cognitives elles-mêmes, de grandes découvertes sont en train de se mettre en œuvre. Par exemple, ça c'est déjà un texte il y a de plus de 10 ans, Merlin Donald a montré en fait l'homme moderne, ce qu'il appelle ici l'homme moderne, c'est l'homo sapiens sapiens, c'est-à-dire c'est vous et moi qui sommes apparus il y a déjà quelques dizaines de milliers d'années, eh bien, est conditionné par son extériorisation technique et qu'il faut se mettre à étudier les techniques comme organes artificiels qui viennent compléter le cerveau pour comprendre en fait ce que c'est que l'apparition non pas simplement de la cognition, mais de la connaissance, ce qui n'est pas la même chose. La cognition, vous en trouvez chez des limaces, la connaissance, vous n'en trouvez que chez les êtres humains. Un autre livre important qui montre comment la coopération est devenue fondamentale chez les êtres humains, il y a environ, il y a 1 million d'années à peu près, et ce livre de Sterelny. Et puis enfin, il y a celui-ci qui est paru tout récemment, de Tomasello, qui analyse là aussi très en détail les questions dont Alan Turing, Ashby, j'aurais pu vous citer beaucoup d'autres, Peirce, William James, non, c'est pas William James, c'est son frère, bon, peu importe, je ne retrouve pas le nom, et un certain nombre, enfin Neumann, etc., ont posé ces problèmes-là de manière purement théorique, et aujourd'hui, comment finalement les documents sur l'hominisation nous amènent à instruire tout cela de manière très précise dans l'histoire de l'homme lui-même. Voilà ce que je voulais dire en disant que je pense qu'aujourd'hui il est possible de reconstruire une approche des automatismes à partir de toutes ces considérations et de développer une vision de l'automatisation à venir au service de la désautomatisation dans le but de construire une nouvelle politique macroéconomique basée sur une épistémologie et sur une politique industrielle appropriée. Merci de votre attention. Il nous reste un peu de temps pour pouvoir échanger le débat avec Bernard. Donc, qui veut lancer le... Bonjour, j'aide à la médiation à l'INRIA. Il nous semble, pour parler de votre prolétarisation, que la première chose à faire, c'est de partager avec chacune et chacun les éléments de base, que c'est que la pensée algorithmique, par exemple, qui est peut-être un peu différente de l'entendement kantien. Et on est très heureux d'aider à cette cause nationale, mais on trouve 2 obstacles. On trouve bien sûr les vendeurs de numérique qui essayent de nous faire croire qu'il suffit de consommer, mais on trouve aussi des maîtres penseurs du numérique, dont certains ont été cités par vous, qui expliquent qu'en fait, non, c'est pas la peine. On peut parler du numérique, mais ça sert à rien d'en apprendre la science informatique qu'il a faite. Alors pourquoi ces gens-là veulent empêcher nos enfants de justement maîtriser le numérique pour revenir vers une humanisation ? À qui pensez-vous exactement? Des gens par exemple, Hubert Guillot, le monsieur là, de Internet Actu, a écrit un texte assez étonnant dans lequel il pense que non, c'est pas la peine d'apprendre l'informatique à l'école. Et non, Kaplan, enfin je les cite pas tous. Si, je l'ai lu, on s'est même épinglé la tronche. Oui, mais je ne crois pas que Kaplan, par exemple, j'ai pas lu le texte d'Hubert Guillot, mais je ne crois pas que Kaplan ait cette position, y compris, je vous dis une chose pas confidentielle, mais je suis membre du Conseil national du numérique, donc je siège avec Kaplan et avec Serge Abitboul, et Frédéric Kaplan, pas Frédéric Kaplan, Daniel Kaplan et Serge Abitboul ont écrit ensemble un texte qui recommande l'enseignement du numérique à l'école. Donc non, je pense que non, c'est un malentendu. Ce que dit Daniel Kaplan, et je partage son point de vue au moins en partie. Kaplan n'a jamais dit qu'il ne fallait pas enseigner le codage. Hein. Il dit que ça ne suffit pas et qu'il faut enseigner ce qu'on appelle, en ce moment on emploie cette expression, faute de mieux peut-être pour le moment, la culture numérique, qui n'est pas seulement le codage. Que par exemple il est très très important d'apprendre l'histoire des infrastructures, l'histoire de la transformation de ce que nous appelons, nous, à Ars Industrialis, par exemple, les industries de transfert, comment elles sont apparues, etc., etc. Et que c'est largement aussi important que d'apprendre à coder. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre à coder.
C'est comme si on disait, il est évident que, par exemple, pour faire de la physique, il faut avoir fait un peu de maths, un peu d'arithmétique, etc., etc. Donc, mais la question, ce qu'on dit, c'est qu'on ne va pas résoudre les problèmes en faisant que des maths. Hein. Les maths, ça conduit à la physique mathématique, ça conduit à tout. Voilà. Et ce qui est important, c'est d'avoir une vision d'ensemble. C'est ça que disait, je crois, Daniel Kaplan. Alors, je ne sais pas comment Guillot a argumenté ça. Bon, je n'ai pas vu son papier. Mais c'est pas du tout... nous sommes tous pour... Enfin, Guillot, j'en sais rien. Je n'ai jamais discuté avec lui. Mais en tout cas, Kaplan et tous les gens du CNN sont pour l'apprentissage du codage. Mais ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne un alibi pour ne rien remettre en cause par ailleurs. Et ça, c'est le vrai danger. Vous savez que les hommes politiques aiment bien les alibis. Oui, Gilles De Weck, merci pour votre exposé. Alors j'ai deux questions. La première est sur ce mythe de la destruction de la connaissance par Google, par exemple. Et donc vous avez dit qu'il y avait une chose qui était oubliée, c'était que non seulement on n'avait pas besoin de linguistes pour faire Google, mais en plus ça détruisait la langue. Mais il y a une deuxième chose qu'on risque d'oublier, c'est que pour construire Google, il y a de nouveaux modèles, il y a de nouvelles théories qui sont faites. Donc, même si l'informatique permet parfois de prédire sans expliquer, ce qui est vrai, pour prédire, il y a de nouvelles théories explicatives qui sont créées. Et là, il n'y a à peu près rien de nouveau par rapport à ce qu'a été l'histoire des sciences depuis toujours. Quand on a automatisé la quadrature, c'est le calcul différentiel, on a perdu les théories d'Archimède qui permettaient de faire des quadratures en découpant des petits triangles, etc. Plus personne ne sait faire ça et tout le monde s'en fout, et c'est très bien. Donc le fait qu'il y ait des connaissances qui disparaissent, on présente ça comme étant une rupture, comme étant un drame, comme étant une catastrophe, etc. Alors que c'est la base de la science, et c'est un petit peu, je crois, ce que vous avez développé dans la deuxième partie de votre exposé, c'est la base de la science de s'automatiser comme Glenn Gould, et à ce moment-là, on perd un certain nombre de connaissances, puisque, par exemple, peut-être Glenn Gould se souvient même plus où est le si bémol sur son clavier. C'est plus à ce niveau-là qu'il pense. Et donc, si on relativise ça, et si on se dit que finalement, il n'y a rien de nouveau et il n'y a rien de grave, à ce moment-là, tout le caractère un peu dramatique de votre exposé se prosaïse un tout petit peu, j'ai l'impression. Et la deuxième question, c'était, je vois bien ce qu'est un prolétaire dans sa relation aux bourgeois. D'un côté les bourgeois, de l'autre côté les prolétaires, là j'arrive à comprendre. Si maintenant, non seulement les prolétaires sont prolétarisés, mais les techniciens sont prolétarisés, les ingénieurs sont prolétarisés, les bourgeois sont prolétarisés, si tout le monde est prolétarisé, on a besoin d'une définition de ce qu'est un prolétaire, parce que sinon, si on le définit comme étant tout le monde, à ce moment-là, on tombe dans la tautologie. Alors sur la deuxième question, j'ai commencé par là. En fait, il n'y a pas un prolétaire, il y a une tendance à la prolétarisation. Et moi, je dis souvent que Greenspan, dans son système de défense, s'est présenté comme un être prolétarisé. C'est ce qu'il dit lui-même, hein, il a perdu son savoir. Donc, et je pense que nous perdons tous du savoir en ce moment. Il faut être prêt à perdre aussi du savoir. Hein. Mon discours ne consistait pas à dire qu'il faut se bloquer et se résister contre ces processus. Non, ce que je disais, c'est que l'extériorisation, c'est quelque chose d'inéluctable, mais que l'important, c'est que quand une perte de savoir se produit, il faut que se produisent de nouvelles formes de savoir. C'est ce que vous disiez dans la première. C'est le cas. Oui, alors, c'est le cas. Où est le problème, du coup? C'est le cas, c'est pas automatiquement le cas. C'était pas le cas en 2008, quand Greenspan, par exemple, a laissé filer tout ça, c'était pas le cas. Et donc, non, ça, je pense qu'il y a de vrais problèmes. Je pense que le caractère anthropique, par exemple, de l'activité de Google, c'est une vraie question. Je pense que d'ailleurs les effets secondaires des antibiotiques, c'est aussi une vraie question, et que tout ça, ça suppose à chaque fois de reposer des problèmes nouveaux, de construire des thérapeutiques nouvelles, etc. Ça, ce sont de vraies questions. Et je pense que ce sera de plus en plus une question, avec l'automatisation généralisée, que de donner des réponses qui soient, je dirais, je vais appeler ça écologiquement satisfaisantes. Dans ce que j'appelle donc l'équilibre homme-machine. L'équilibre homme-machine, ça ne veut pas dire qu'il faudrait empêcher la machine de... Non, il faut déléguer. Typiquement, si j'ai terminé en disant nous sortons du modèle keynésien, nous devons entrer dans un nouveau modèle, moi je trouve ça formidable de tout automatiser en réalité, parce que ça donne du temps aux gens, mais à une condition,
c'est qu'on leur donne la possibilité, avec ces automates, de faire quelque chose de nouveau. Et que ce temps, ils puissent le valoriser, y compris économiquement, pour qu'ils puissent manger. Non seulement parce que c'est mieux qu'ils mangent d'un point de vue de la justice sociale, mais c'est parce que s'ils ne mangent pas, le système va se gripper de toute façon. Enfin, s'ils ne consomment pas. Donc il y a un impératif de repenser tout le système. Donc si, il y a beaucoup de nouveaux. Par contre, ce qui n'est pas nouveau, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je disais contre Buchanan, mais l'augmentation, l'être augmenté, ça a toujours été ça. L'être humain, c'est un être en augmentation constante. Donc, ça c'est pas du tout nouveau. En revanche, si vous voulez, le pharmacone numérique, par exemple, c'est pas la même chose que la machine, que l'assembly line. Et l'assembly line, ça n'est pas la machine-outil. La machine-outil, ça n'est pas l'imprimerie. L'imprimerie, ça n'est pas l'écriture alphabétique. Donc, à chaque fois, il faut réinventer des institutions, il faut réinventer des règles, etc. Il faut réinventer des modèles éducatifs. Et il faut aussi réinventer des théories, parce que tout ça, ça se traduit par des théories en réalité. Hein. Donc, y compris, je sais pas moi, Copernic et tout ça, ça s'inscrit dans le sillage de ce qui se produit à la Renaissance. Et donc, moi, je suis adepte d'une épistémologie qui intègre ce que Michel Foucault appelait l'épistémé et ce que Bachelard décrivait sous le nom de phénoménotechnique, c'est-à-dire en disant les techniques jouent un rôle majeur dans l'évolution épistémologique. Ça, c'est ce qu'en règle générale, les épistémologues ne prennent pas en compte. Il y a des exceptions, mais... Et je pense qu'aujourd'hui, il faut le prendre en compte. Alors, je sais que vous vous intéressez au MOOC et à toutes ces choses-là comme moi. Aujourd'hui, par exemple, dans ce champ des études supérieures et des études tout court aidées par l'informatique, il est fondamental de bien comprendre que l'informatique ou le numérique, plus généralement, ce n'est pas un simple moyen. C'est un nouveau milieu de savoir et que ça impose de repenser les savoirs eux-mêmes. Voilà. Les savoirs sont La physique, par exemple, est transformée par le numérique très en profondeur. En astrophysique ou en nanophysique, le numérique est absolument majeur dans la construction des modèles théoriques. Et ça, il faut que les étudiants le pratiquent et voilà, que ça devienne leur nouveau milieu de pensée, leur nouvelle technologie intellectuelle, le numérique. Et pour le moment, ce n'est pas le cas parce que les profs n'ont pas intégré ça. Et donc, il y a un vrai sujet. Oui. Bonjour. Ouais, mais je suis là. Bon. Je m'occupe d'une équipe qui travaille sur les problématiques de la ville numérique, de la ville intelligente. C'est un sujet que vous avez évoqué. Et au-delà des problématiques économiques, que vous avez pas mal discuté, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la problématique démocratique. Et puis, c'est relié à la question sur l'enseignement, je pense. En prenant le problème par un tout petit bout, il y avait la question qu'on s'est posée pendant très longtemps du vote numérique, du vote électronique, où on s'est dit... Enfin, moi, ma position que j'ai toujours là-dessus, c'est que ce qui m'embête avec le vote électronique, c'est qu'un citoyen lambda n'est pas capable de vérifier la sincérité du vote. Et sur la ville automatisée, j'ai l'impression qu'on en arrive à un niveau extrême de technocratie où un responsable politique qui se cache déjà derrière des experts va pouvoir se cacher derrière une espèce de mythe d'objectivité qui serait celui du système informatique qui a décidé de la meilleure solution du monde. Pourtant, je suis un spécialiste d'optimisation. Je sais qu'il y a un biais derrière tous ces systèmes d'optimisation. Et comment on peut arriver à avoir une culture politique suffisante et pas restreinte à des gens extrêmement